Fama John. Le naufrage d'une pirogue à Werma dans la région de Matam. 2 corps ont été repêchés ce matin. Bilan total 5 morts. L'effondrement d'un immeuble en construction à Touba ayant fait 11 morts. Ndiosmone pleure 3 de ses fils. Bintou Konaté, la maman des victimes, est inconsolable. Après ce drame survenu à Touba, les résultats de la mission d'inspection déployée sur le site, il y a eu des manquements graves aux normes de construction, absence de rapport géotechnique, de plan béton armé, entre autres irrégularités. Kaolack a soif, l'eau ne coule plus des robinets. Une situation insoutenable face à la canicule. Au Nigeria, des pluies diluviennes ont fait une vingtaine de morts. Et les actualités internationales, ce sera avec Boubacar Dieng, les sports Cheikh Tidiane Diagne, la revue de presse Mohamed Ali Mouba. Et puis, d'un point de vue, quelles mesures pour lutter efficacement contre le tabagisme? Prétexte, demain samedi 31 mai sera célébrée la journée mondiale sans tabac. John. À la présentation, Alioune Ba était la technique. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ce naufrage survenu à Werma hier avec 3 morts et 2 disparus. Les 2 corps qui manquaient à l'appel ont été retrouvés. Les habitants du village ont été alertés tôt ce matin par la découverte du premier corps sur la berge du fleuve Sénégal de l'autre côté de la Mauritanie, tandis que le deuxième a été retrouvé très loin, précisément dans le village de Lobali. Nous écoutons à ce sujet la correspondance de Ali Bandelnian. Le cas, après chaque noyade, les corps sans vie sont immédiatement rejetés dans la surface de l'eau 24 heures après. C'est le constat des populations de Dembankani et de Bokiladji qui ont été informés de la première découverte tôt ce matin sur la berge du fleuve Sénégal, de l'autre côté, en Mauritanie. Quelques heures seulement après, le deuxième corps, lui aussi, a été retrouvé très loin du lieu du naufrage de la pirogue, précisément à Lobali. Pour avoir conduit l'opération depuis hier, nous avons tendu le micro à Cheikh Tidiane Ndoye, le préfet de Kanel. Les 2 corps portés disparus ont été retrouvés ce matin. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Nous allons tenir les jours à venir une rencontre de concertation avec les piroguiers qui assurent la traversée, surtout au niveau des points de passage non officiels. C'est là où se pose le problème. Et nous allons voir avec eux comment faire respecter le port du gilet, mais également comment éviter les surnombres de passagers, souvent à l'origine des cas de chavirement. Face à l'ampleur du phénomène, aux nombreuses pertes en vies humaines chaque année, le gouverneur de Matam décrète la tolérance zéro dans le trafic fluvial. De sources administratives, on apprend même la tenue imminente d'une réunion de concertation avec les acteurs à travers une forte implication des forces de défense et de sécurité. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ali Bandelnian, l'effondrement d'un immeuble à construction à Touba ayant fait 11 morts. Reportage dans la commune de Tateguine, précisément à Ndiosmone. 3 personnes d'une même famille ont perdu la vie dans l'effondrement de l'immeuble. Pamba Diao. Dans le village de Ndiosmone, situé dans la commune de Tateguine, règne tristesse et consternation. La famille Diop y pleure la perte de 3 de ses fils tragiquement décédés dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages à Touba. La mère des défunts, Bintou Konaté, reste inconsolable. C'est vraiment difficile. J'ai perdu mes 3 enfants. Ils faisaient tout pour nous venir en aide. Et aujourd'hui, ils sont morts dans l'accident. Quelques heures à peine avant le drame, l'un des défunts a eu un échange téléphonique avec sa mère, Sidi Diop, oncle des victimes, revient sur ce moment émouvant. L'un d'eux a appelé sa mère pour lui faire un transfert d'argent, mais sa maman lui a dit d'économiser cet argent en attendant la fête de la Tabaski. La perte simultanée de 3 personnes plonge toute une famille dans un état de choc profond. El Hajilo, cousin des défunts, lance un appel à l'aide. Cette famille a besoin d'aide, surtout psychologique. Leur maman est gravement affectée parce que leur père est malade depuis longtemps. La communauté guinéenne établie à Touba n'est pas épargnée par le drame. Yaya Seydi
Une victime originaire de Guinée travaille pour économiser de quoi payer son retour à la maison. Ibrahima Dramé et son tuteur. Un de mes talibés travaillait ici. Après recherche, ils ont trouvé le corps sans vie. L'autre est blessé. Il a des fractures. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital. L'effondrement de l'immeuble R+3 à Touba a laissé derrière lui un lourd bilan humain. RFM Touba. Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw, après l'effondrement du bâtiment, le bureau Inspection Contrôle Service a mis en évidence des manquements graves aux normes de construction. Parmi les irrégularités relevées, l'absence de plan béton armé, l'absence de rapport géotechnique, entre autres. Ibrahima Seck, ingénieur et directeur du bureau Inspection Contrôle Service, avec Pape Mbaye Diaw. Un bâtiment R+3, d'après tout ce qui est dit, j'ai entendu nulle part dire qu'il y avait un plan béton armé visé. Nulle part dire qu'il y avait un rapport géotechnique. J'ai entendu nulle part dire qu'il y avait un bureau de contrôle agréé. Alors que pour un bâtiment R+3, le bureau de contrôle est obligatoire pour non seulement viser les plans, mais aussi contrôler les travaux. Pour un R+3, quand le bureau de contrôle est obligatoire, le rapport géotechnique qui étudie le sol, qui identifie les capacités du sol, portance du sol, déformation du sol, est aussi obligatoire. Dans tout ce qui est entendu comme discours, je n'ai entendu nulle part à mentionner. Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc c'est un manquement grave par rapport au code de la construction. Donc ça c'est un risque. D'autant plus pour un R+3. L'autre aspect, ce qu'on a vu de gros corps ourdi, d'épaisseur après 25-20, et aussi une grande trame de pièces. On dirait un salon. Souvent ils ne mettent pas de poteau. Quand ils ne mettent pas de poteau, ça veut dire que ces éléments de très grande portée, par contre, qui seront très lourds en termes de charge sur les éléments verticaux. Ça, c'est aussi un aspect qu'on a remarqué. Ce qui fait que s'il n'y a pas de plan béton armé, des plans béton armé visés par un bureau de contrôle, s'il n'y a pas un bureau de contrôle sur les travaux, donc les facteurs se combinent. Et les conséquences peuvent être malheureusement dommageables. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut regarder aussi. On a vu aussi que pratiquement les poteaux, c'est des poteaux de largeur 15. Mais les poteaux de 15, c'est bien. Mais quand la hauteur dépasse 3 mètres, que le poteau, il n'y a pas de maintien latéralement par rapport au flanc, le poteau, par rapport à une certaine charge, une sorte critique, le poteau peut céder. Toujours dans ce chapitre macabre, 9 cas de féminicide recensés entre janvier et mai 2025 au Sénégal. Les associations féministes et féminines disent stop. Le sitting prévu demain samedi à l'initiative du collectif est autorisé par le préfet de Dakar. Ces associations comptent dénoncer ces cas de féminicide, réclament justice pour ces femmes tuées parfois dans des conditions atroces. Anna Rocha. Initialement prévu au terrain Sacré-Cœur sur la VDN, le sitting du collectif des associations féministes et féminines du Sénégal aura finalement lieu à HLM Grand Yoff. Sitting autorisé par le préfet de Dakar, un soulagement. Aminata Linguère Ndiaye est membre du dit collectif. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit garanti par la Constitution. Le droit de manifester, de s'indigner, de plaider publiquement nos mortes. Une seule vie perdue dans ces conditions, c'est de trop. Des femmes arrachées à l'affection de leurs enfants, sauvagement tuées pour la plupart. Il était vraiment temps qu'on dise stop. Heureusement que le préfet a entendu notre demande. Maintenant, c'est à l'État, c'est au Sénégal tout entier, de nous entendre. Demain, dress code noir pour avant tout dénoncer les féminicides et les violences sexuelles persistantes à l'égard des femmes. 9 cas recensés par les organisations féminines et féministes en l'espace de 4 mois. Réclamer justice pour ces victimes. C'est des femmes, elles ont des noms, des visages, des familles. On ne veut pas qu'elles tombent dans l'oubli. On voudrait vraiment qu'une justice leur soit rendue. L'autre objectif, c'est d'exiger des réformes juridiques, sociales et institutionnelles pour la protection des femmes et des filles. C'est-à-dire que nous voulons interpeller l'État parce qu'il est temps de reconnaître officiellement le féminicide comme un crime spécifique. Le sitting de ce samedi est censé être le début d'une longue mobilisation. Il y aura après cela encore plus de sensibilisation pour un changement des mentalités dans la communauté, mais aussi un plaidoyer pour la révision du Code de la famille. RFM, la radio de toute l'actualité. Cette situation que vivent des populations de Kaolack, plusieurs quartiers n'ont plus d'eau courante. Problème, car à Kaolack, il y a la canicule. Ascosen Kaolack monte au créneau son président El Hadj Abdou Badjo au micro de Fatou Mbao. Ça fait aujourd'hui 4 jours. On ne peut pas avoir le liquide précieux qui est l'eau. Je peux dire la quasi-totalité des quartiers de Kaolack n'ont pas d'eau. Le service qui occupe de la distribution de l'eau, qui la Seno,
n'a pas communiqué dans ce sens-là, dans cette zone-là. Là, présentement, à l'heure où je te parle, les populations de ces quartiers sont complètement déconnectées de cette situation-là. C'est pour ça que je lance un appel au service de cette eau pour tout faire, pour nous renseigner qu'est-ce qui se passe. Ni de communication, je pense que ça suffit. Alors, il fait extrêmement chaud à l'heure actuelle. Même le matin, des fois, tu trouves à 43, 44 degrés. Et toi et tes enfants, pour les quartiers qui m'ont appelé au téléphone, c'est Medina Baye, Faché Tidiane, de Noron, de Kasnak, de Dungan. Je pense qu'il y a beaucoup de quartiers, même Medina Mbaba. Tous ces quartiers-là n'ont pas d'eau. Je pense que c'est presque la quasi-totalité des quartiers de Kaolack qui n'ont pas d'eau. C'est anormal, ça. Ni même pas un communiqué venant de la CENO. Ça, c'est extrêmement grave. Quand même, un peu de respect pour les consommateurs. La SAPEC, une société spécialisée dans la fabrication de peinture, a été expulsée ce matin de ses locaux situés à la rue Félix Eboué. Cela fait suite à un contentieux judiciaire entre les héritiers du défunt propriétaire de l'entreprise et les travailleurs dans le désarroi interpellent les autorités pour sauver leur outil de travail. Écoutons à ce sujet l'un d'eux, Bamba Dabo, est téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. C'est la société en tant que telle. Son directeur est décédé. Depuis lors, nous sommes restés à la SAPEC sans salaire, avec les arriérés de salaire. C'est depuis 2014. Depuis 2014, parce que étant des pères de famille, on ne peut pas rester les mains croisées. Donc chaque jour, nous sommes obligés de nous présenter au niveau de la SAPEC. Et c'est par rapport à ça que Bouchoura, qui est la dernière femme du défunt, alors a pris la société en charge. Alors pour nous qui sont des employés, aujourd'hui certains sont à la retraite, il fallait quand même qu'on réclame nos droits. Et on était dans ce point, effectivement, de pouvoir lutter pour acquérir nos droits. Mais malheureusement, au niveau des héritiers, le problème s'est posé. Donc, le problème s'est posé comment? Parce que Bouchoura étant la femme du défunt directeur, et elle avait sa coépouse qui avait des enfants. Et ses enfants étaient même, c'est elle qui a élevé ses enfants. Mais vous savez, entre nar et nar, c'est autre chose. En matière de finances, c'est autre chose. Le terrain sur lequel se trouve la société SAPEC appartient à eux. Et que eux, la SAPEC, c'est pas leur... ils ne demandent pas la SAPEC, mais curieusement, le droit qu'ils avaient sur la SAPEC, ils ont vendu ce droit. C'est-à-dire que la SAPEC, en tant qu'entité industrielle, ils ont vendu leur part. Lorsqu'ils ont vendu cette part, maintenant, ils ont fixé le regard sur le sol. C'est-à-dire que le sol, pour eux, c'est une propriété absolue. Alors, maintenant, ils sont partis, ils nous ont laissé pendant 5 ans sans... Nous on traversé des moments assez difficiles. Et lorsqu'ils ont certainement dépensé leur argent, ils sont revenus encore pour nous réclamer, comme quoi il faudrait que nous sortions parce que la SAPEC c'est pour eux. Aujourd'hui, ils sont venus nous expulser. Les gens sont venus, la police est venue, ils nous ont expulsés. Bamba Dabo, employé à la SAPEC, propos recueillis par El Hadj Ndiogoudjen. El Hadj Ndiogoudjen qui a tenté d'entrer en contact avec l'autre partie, mais les tentatives sont restées vaines. À Keur Massar, les cadres des organisations artisanales expriment leur désolation face à leur non-implication. Face à la non-implication des acteurs du secteur de l'artisanat au dialogue national, ni l'Union des chambres des métiers, ni les chambres des métiers des 14 régions du pays n'ont été invités. Mamadou Sey, membre de ces cadres, interrogé par Aminata Ba. Pour fustiger, c'est le mot que nous devons utiliser. Dialogue national, à qui l'artisanat est vraiment laissé à rade. On nous dit que l'artisanat est le levier de développement. Sur la vision 2050, l'actuel gouvernement nous dit que rien ne peut évoluer sans le secteur de l'artisanat. Donc, comment peut-on comprendre les dialogues nationaux à qui on a convié tous les secteurs, sauf le secteur de l'artisanat? Non seulement les artisans du département de Keur Massar, mais les artisans du Sénégal déplorent cette forfaiture. Nous avons des hommes compétents pour aller assister au dialogue. Sans parler de notre tutelle, qui est l'Union des chambres des métiers du Sénégal. L'Union des chambres des métiers seulement pour représenter les artisans du Sénégal. L'État n'a pas convié l'Union des chambres des métiers, ni les chambres des métiers des 14 régions, ni les organisations professionnelles. Alors que ces organisations professionnelles abattent un travail extraordinaire sur l'accompagnement des jeunes, sur la formation des jeunes. Donc nous disons au président de la République, le premier ministre Ousmane
Ousmane Sonko de se ressaisir parce que l'artisanat mérite plus que ça. Et les artisans méritent d'être là-bas pour que le secteur de l'artisanat puisse décoller. Parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter sur les commandes publiques, sur les registres des métiers. Il y a énormément de réformes à travers les chambres des métiers. Lendemain d'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, vous allez le voir, le temps de cette élection n'était pas le seul enjeu des assemblées annuelles de la BAD qui se trouvent à Abidjan. Les acteurs de la société civile arpentent les allées du conclave à coups de lobbying et de pression pour regagner le droit d'être écoutés sur les perspectives de la banque pour mieux prendre en compte les préoccupations des communautés. Envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaye Cissé. Le programme officiel ne le mentionne pas, mais les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ne se déroulent pas que dans un cadre feutré de l'Hôtel Ivoire. Le OFF, constitué des rencontres et plaidoyers des organisations de la société civile, est biffé du conclave. Mais il en faut plus pour décourager les ONG qui viennent dans l'antre du Sofitel jouer des coudes et dénoncer cette mise à l'écart. Abidja est chargé de projet de l'ONG Lumière Synergie pour le développement. On déplore l'absence de la société civile dans cet espace. Nous pensions que l'espace des assemblées devait être consacré au dialogue, mais aussi l'inclusion de la société civile, mais aussi des communautés affectées par ces projets-là. Mais comme d'habitude, la BAD insiste sur l'exclusion vraiment de la société civile et c'est déplorable. Une mise à l'écart d'autant plus injustifiée que le thème de cette année, tirer le meilleur profit du potentiel de l'Afrique, est en droite ligne des missions de l'ONG Agenda Afrique. Mamdiara Ndiaye Sobel est la directrice exécutive de l'organisation. Le plaidoyer que nous faisons, c'est que l'Afrique puisse se centrer sur ses ressources endogènes, notamment ses ressources en termes de finances, parce que nous perdons beaucoup de flux financiers illicites qui peuvent être réinvestis en Afrique. Ni 2, ni 3 recommandations pour Agenda Afrique. Arrêter de se gargariser des bilans glorieux et se mettre au service des communautés. Les recommandations que nous portons, c'est se tourner toujours vers les opportunités africaines, mais en tenant en compte les besoins d'investissement des communautés. Les acteurs de la société civile n'ont ni couleur ni nationalité et tiennent en respect les 5 candidats, mais ne feront pas de cadeau au nouveau président jusqu'à ce que les assemblées de la BAD redeviennent ce qu'elles étaient avant 2012, c'est-à-dire un forum où les communautés et les organisations seront écoutées pour être entendues. À Abidjan, Abdoulaye Cissé vous a parlé pour RFM. RFM. L'actualité internationale. Les actualités internationales avec Boubacar Dieng. Boubacar, bonjour. Bonjour Fama Dione, bonjour à tous. Et des pluies torrentielles meurtrières ont frappé le Nigeria. Une cinquantaine d'habitations ont été détruites ou submergées après les inondations dues à de fortes pluies. Plus de 20 morts, une dizaine de personnes restent introuvables. Le récit de Awambaye. Dans la ville de Mokwa, au Nigeria, 50 habitations ont été détruites par les inondations. 25 morts ont été enregistrés. Des dizaines de familles ont fui les eaux déchaînées. Plus de 10 personnes portées disparues, des femmes et des enfants hospitalisés pour blessures et chocs traumatiques. Selon APA News, les autorités locales pointent du doigt les infrastructures défaillantes, notamment un drainage insuffisant. Les déchets dans les canaux aggravent les risques d'inondation. Pour rappel, ces phénomènes se répète régulièrement au Nigeria, en particulier pendant la saison des pluies qui s'étend de mai à novembre. L'année dernière déjà, le pays a connu l'une des pires saisons d'inondation de ces dernières décennies avec un bilan de plus de 1200 morts. Au Mali, une dizaine d'anciens dirigeants de partis dissous ont saisi la Cour suprême le 21 mai et 6 tribunaux de grande instance de Bamako le 22 mai. 3 tribunaux sont déclarés incompétents selon les responsables de ces partis dissous. La bataille judiciaire ne fait que commencer. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila a entamé des consultations à Goma dans l'est du pays. Il a reçu dans l'une de ses résidences de Goma des représentants de confessions religieuses. Pendant environ 50 minutes, l'ancien président a échangé avec ses invités musulmans, membres des églises de réveil, représentants de l'armée du salut orthodoxe, protestants, entre autres encore. Fama Dione. Dans la bande de Gaza, Boubacar, Israël favorable à un cessez-le-feu, le Hamas dit non. Israël a accepté une proposition américaine de cessez-le-feu. Le gouvernement israélien
a annoncé qu'il acceptait cette proposition des États-Unis d'Amérique et de la libération d'otages. La décision confirmée par la Maison-Blanche prévoit un cessez-le-feu de 60 jours en échange de la libération de 10 otages vivants et de 18 corps en 2 phases. Israël libérerait 1236 détenus et prisonniers ainsi que 180 corps palestiniens. Le Hamas a rejeté l'accord parce que l'organisation a indiqué que cette proposition ne répondait pas à ses demandes. L'accord qui prévoyait un élargissement de l'accès du territoire à l'aide humanitaire n'a pas convaincu l'organisation islamiste qui a souligné des difficultés d'accès aux besoins primaires. Fama John, c'était tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Boubacar Dieng. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. D'un point de vue tout à l'heure, nous parlerons tabagisme. Quelles mesures pour lutter efficacement contre le tabagisme? Prétexte demain, samedi 31 mai, sera célébrée la journée mondiale sans tabac. Nous serons en ligne avec Djibril Wele, secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac, et Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. RFM Sport. Les actualités sportives avec Cheikh Tidiane Diagne. Cher, bonjour. Oui, bonjour à vous, Fama Dione. Bientôt du championnat du foot, on en parle. Bientôt la fin, c'est bien cela. Bientôt la fin du championnat. La course fait rage. Oui, la course qui fait rage avec l'entame de la 26e journée qui va relancer les hostilités dès demain. Samedi 31 mai, il faudra noter que l'Union sportive de Gorée, qui fait office de deuxième au classement, est en déplacement à Rufisque pour y jouer Tenguet FC à partir de 16h45. À la même heure, la Ligue de Saint-Louis va accueillir l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, Union sportive de Ouakam. Troisième au classement, jouera contre le Diamono de Fatick. Le reste des matchs est prévu pour dimanche. On aura le match entre le Casa Sport de Ziguinchor et l'actuel leader, le Giraffe de Dakar. Génération Foot est en déplacement à Rufisque pour jouer à Gel. Walidan de Thiès va accueillir la Sonacos de Diourbel, toujours dimanche à 17h. Guédiawaye Football Club contre AS Pikine. Et puis AS HLM de Dakar jouera contre Oslo FA. Pour ce qui concerne la Ligue 2, c'est également la 26e journée pour conformité donc de calendrier. 2 rencontres sont prévues demain, samedi. Elles vont toutes démarrer à partir de 16h45. Thiès FC va accueillir l'équipe de Niaritali, plutôt. Dakar Université Club jouera à la même heure contre la Renaissance sportive de Yoff qui fait partie des relégables. On jouera également dimanche un match entre AS Saloum et Samay FC de Ziguinchor, classé deuxième donc derrière l'équipe du Stade de Bourg, je rappelle, joue également dimanche contre l'équipe de l'AS Douane, AS Bambey, AS Cambérène est également prévu pour le dimanche. On suivra également toujours ce dimanche à 17h, Étoile Lusitana contre AS Kaffrine. Excellence de Thiès va accueillir le Niambo de Louga. Et puis pour terminer, donc, il faudra noter que lundi, pour le compte de la 26e journée de la Ligue 2, Amitié FC jouera contre l'équipe de Djambar. Tournoi de foot de l'UFO. De l'UFOA, ACB. Cher, vraiment vos écritures là. Bon, donc je continue pour vous. Tournoi de l'UFOA AEB U20 garçons. Le tirage a été effectué ce matin à Accra où vont se dérouler donc les compétitions. C'est du 15 au 30 juin prochain. Le Sénégal connaît ses adversaires. Il est logé dans le groupe C en compagnie de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Fama Dione. Et puis, nous y reviendrons très certainement dans nos toutes prochaines éditions pour donc revenir sur le calendrier des compétitions. Le foot européen maintenant. Et là, c'est beaucoup plus facile pour vous. C'est le grand événement que tout le monde attend. C'est ce samedi donc à Munich. Le Paris Saint-Germain a l'occasion, 32 ans après l'Olympique de Marseille, de rapporter une deuxième Ligue des champions au football français. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, qui sont arrivés à peine il y a quelques minutes à Munich, vont s'opposer aux Italiens de l'Inter Milan. Malal Junior Diagne. Pour sa deuxième finale en 3 ans, l'Inter veut à nouveau inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions en club en Europe. Après avoir négocié une phase de poule difficile, les Nerazzurri ont successivement sorti l'équipe du Feyenoord de Rotterdam, le Bayern de Munich et le FC Barcelone lors du dernier tour, avant de se hisser en finale ce samedi. En face, les interistes auront le Paris Saint-Germain
comme adversaire. Une équipe construite sur un collectif huilé avec comme fer de lance Ousmane Dembélé, meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Les Français, en plus de leur collectif, pourront s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de leur entraîneur Luis Enrique pour espérer glaner un premier titre continental. Au moment où les Italiens, eux, visent un 4e titre, après celui de 1964, 65 et de 2010. Paris Saint-Germain, Inter de Milan, ce sera ce samedi à 19h en Allemagne. Qui, du club italien ou français, succédera au Real de Madrid? Réponse au coup de sifflet final de l'arbitre. C'est fait. Depuis ce matin, Trent Alexander-Arnold a signé au Real Madrid pour un contrat de 6 ans allant jusqu'à juin 2031. Souhaitant aligner le latéral anglais dès le début de la Coupe du Monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis, le club madrilène a entamé des négociations en mai pour avancer sa signature. Liverpool, initialement réticent à libérer son joueur sans compensation, a accepté donc une indemnité estimée à 6,6 milliards de francs CFA pour permettre ce transfert anticipé. Sa présentation devrait avoir lieu dans les prochains jours. Formé à Liverpool depuis l'âge de 6 ans, Trent Alexander-Arnold quitte donc son club de cœur après 354 apparitions, 23 buts, 92 passes décisives, ayant remporté 9 trophées majeurs, dont 2 titres de Premier League et plutôt une. Voilà. Merci beaucoup, cher Ligue des Champions, c'est bien cela, voilà. Merci beaucoup, cher. La presse du jour, lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidence de la BAD, Banque africaine de développement, Amadou Hott battu par le Mauritanien Sidi Oulta. Abidjan nous a recadré et ce matin la presse enfile ses gants de soie pour mieux boxer. Le Soleil, fidèle au ton républicain, parle toutefois d'une élection disputée, dont résultat respecté. Tradition, on a perdu, mais dans la dignité, merci de ne pas insister. Le quotidien national soigne la chute, mais oublie de poser la vraie question. Où étaient nos alliés? L'observateur s'essaie alors à la pédagogie au tombe où l'État s'impose. L'article cite les soutiens du gagnant, Maroc, Égypte, Afrique australe, la sous-région. Bref, tout le monde, sauf nous, on dirait un anniversaire sans invité. Le journal explique comment les grandes manœuvres ont cédé la place à un verdict sans appel, sans amage. Un formateur à la section diplômante de l'ENA analyse les leçons de la déroute. Le quotidien plus frontal titre que c'est la BAD nuise à Abidjan. Mauvaise nouvelle. Le journal se demande si le Sénégal ne vit pas sur ses derniers souvenirs de gloire. Une machine à candidature sans influence réelle. On veut briller, mais avec des ampoules grillées. Sur ça, évoque pour sa part un revers amer. Amadou Hott est ridiculisé avec un score de 3,5% derrière le gagnant, 76,18%. Tribune se pince sans rire. Propose un résumé sec. Hott, la chaleur sans rayonnement, c'est l'arbre qui cache la forêt du recul démocratique. Vox Populi note que le Mauritanien Sidi Oulta élu 9e président, Hott n'arrive que 3e au premier tour. Le commentateur du quotidien constate que l'heure est désormais à la remontada diplomatique. Le dialogue national à présent, Sud Quotidien pointe ce matin un grand oral pour le journal. C'est l'heure des forts consensus. Le confrère note que le président de la République a parlé. Il n'y a aucun agenda caché. Les travaux des 3 commissions installées débutent aujourd'hui. Les DDR amendés, l'AS constate que le dialogue a révélé beaucoup de choses. Des ponts de la paire, Lâche Macky Sall, Abdoulaye Seydou Sow, Amadou Ba, les alliés du Parti Socialiste ou encore du PIT et de l'AFP, tous étaient présents. Point actu se demande si le dialogue ne va pas aboutir à un gouvernement d'union nationale, relève encore le confrère. Enquête note que le dialogue c'était du clair obscur toutefois. Le contre-dialogue est Barthélémy Dias qui en a profité pour lancer son parti Sénégal Bignobok. Walf note que l'ex-maire de Dakar a fait sensation. Il a fait un clin d'œil aux désabusés du régime. Selon l'observateur, il se pose comme une alternative. Il a craché du feu sur le régime. Sur ça, parle de retentissant appel du 28 mai 2025. À la une du journal Libération, assassinat de l'infirmier chef de poste de santé d'Arafat. De nouveaux suspects tombent. Le journal note que les derniers développements de l'enquête révèlent que les mises en cause étaient organisées en 2 groupes. Le deuxième groupe attendait dans un véhicule qui devait transporter les moutons après le vol. Le premier suspect interpellé est son père déféré au parquet. Le détail de l'affaire Adama Fall, le chroniqueur écroué pour retrait illicite via Wave et a reçu par erreur un envoi de 70 000
francs CFA retirés le 4 mai. Il avait promis à Mohamedou Touré de lui renvoyer les fonds dès la fin de son émission. Cerné par la police après avoir organisé son injoignabilité, le chroniqueur passe aux aveux et sollicite la clémence de la justice, selon le confrère. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Il est 12h30. Merci d'écouter la radio Futur Média. Point de vue. Quelles mesures pour lutter efficacement contre le tabagisme? Prétexte, demain samedi 31 mai sera célébrée la journée mondiale sans tabac. Pour en parler, nous sommes avec Djibril Ouélé. Bonjour, monsieur Ouélé. Bonjour. Vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Avec nous également, Amadou Kanouté. Bonjour, monsieur Kanouté. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de SICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Alors, nous allons démarrer avec vous, Djibril Ouélé. Alors, dites-nous, demain 31 mai, journée mondiale sans tabac. Pour le Sénégal, 11 ans après la loi anti-tabac, la lutte, selon vous, a-t-elle un impact? A-t-elle un impact? Ok, merci. Donc, je pense que comme vous l'avez dit, le Sénégal, à l'instar donc de tous les pays, célèbre donc le 31 mai la journée mondiale sans tabac, donc comme chaque année. Maintenant, comme vous le savez, chaque année, l'OMS choisit donc un thème de la journée. Et cette année, l'accent a été mis donc sur les nouveaux produits du tabac émergents. Je pense qu'on va y revenir par rapport donc au thème. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que globalement, 11 ans après, donc nous sommes actuellement en train de faire une évaluation. Je pense qu'elle a été déjà faite. Donc l'évaluation, c'est juste vraiment par rapport à la loi de 2014, donc qui vraiment était une loi vraiment saluée de partout, parce qu'une loi vraiment qui respectait l'essentiel des dispositions donc de la Convention cadre que le Sénégal avait signé et ratifié en 2005. Malheureusement, comme vous le savez, nous sommes dans une ère où l'industrie du tabac a innové, a apporté vraiment une technologie donc dans la consommation donc du tabac, donc avec des nouveaux produits qui sont vraiment sur le marché. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, cette loi de 2014 est devenue vraiment obsolète. Donc il va falloir vraiment, réviser la loi. Elle a été faite, donc adoptée en Conseil des ministres, aller en Assemblée nationale pour prendre en compte en tout cas tous ces nouveaux produits du tabac dits émergents, donc qui sont apparus sur le marché, donc qui est également une stratégie donc de l'industrie du tabac. Je pense que c'est un nouveau combat également, donc que nous sommes en train de mener. Donc face à ce nouveau contexte également, je pense que cela va demander également une mobilisation donc de tous les acteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les leaders d'opinion, la société civile d'une manière générale, pour faire face à ce fléau, parce que comme vous le savez, le tabac, donc c'est 8 millions de décès par an. Donc c'est 4000 décès au Sénégal. Donc déjà, les chiffres vraiment parlent d'eux-mêmes. Donc vraiment, il faut qu'on puisse vraiment trouver des solutions le plus rapidement possible. Alors, Amadou Kanouté, on a entendu Djibril Ouélé parler de loi obsolète. Alors, quels sont les points qu'il faut améliorer sur cette loi afin qu'il y ait plus d'applicativité, afin qu'il y ait plus d'application? Bonjour Djibril Ouélé, je suis très content de me retrouver dans ce panel avec vous. Je voudrais remercier aussi votre radio pour l'invitation. Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est d'abord les points qui ont été soulevés, à savoir comment intégrer les nouveaux produits, les produits dits émergents, donc la lutte contre le tabac. Comment lutter de manière beaucoup plus forte contre les techniques, les tactiques qui sont utilisées par l'industrie du tabac pour attirer encore plus de fumeurs, et particulièrement dans la frange jeunesse. 3. Comment faire en sorte que la prévention puisse vraiment être l'orientation la plus forte dans la lutte contre le tabac. La promotion des techniques qui permettent à ce que ceux qui sont exposés, particulièrement les jeunes, que nous puissions être sûrs que nous avons mis en place des mécanismes de protection pour ces jeunes-là. Tous ces nouveaux produits, les nouvelles tactiques, il faut que la nouvelle loi ou la loi révisée de 2014
puisse prendre en compte ces différents éléments, au moins ces 3 éléments-là, pour pouvoir nous assurer que nous sommes bien armés contre le tabagisme. Mais évidemment, une loi est bonne. Elle est bonne à prendre parce qu'elle permet de cadrer. Mais il faut aussi les ressources pour pouvoir mettre en œuvre cette loi. Imaginez-vous que ça nous coûte quelques 233 milliards de francs CFA par année, les maladies liées au tabac. 233 milliards dont les 3/4 sont pris en charge, sont supportés par les ménages, c'est-à-dire les patients, vous et moi. C'est beaucoup. Particulièrement dans un nouvel environnement où les ressources domestiques sont la première source qui peut nous permettre d'aller vers la souveraineté. Souveraineté médicinale, souveraineté sanitaire, souveraineté économique. Donc oui, à une loi renforcée avec ces éléments dont j'ai parlé, mais aussi les moyens doivent être mis en œuvre pour que la prévention, par exemple, sur laquelle nous ne mettons que 1,2 milliard, soit renforcée. Ça, c'est des actes sur lesquels il me semble important de pouvoir nous avancer si nous voulons vraiment être forts dans la lutte contre le tabagisme. Justement, Djibril Wele Amadou Kanouté parle de financement. On parle de financement de la santé par les recettes fiscales issues de la taxe sur le tabac. Comment y parvenir? Je pense, comme le doyen Kanouté l'a dit, je pense que au-delà de ces propositions, au-delà de ces réformes donc dans la révision donc de cette loi, moi je pense qu'il faut également ajouter ce qu'on appelle donc la taxe parafiscale. Donc la taxe parafiscale également qui est un moyen de pouvoir vraiment faire face à ce déficit de financement. Aujourd'hui, la plupart des programmes de santé sont financés, comme vous le savez, alors que le tabac, c'est pratiquement plus de 30 milliards de taxes qui sont collectées chaque année. Et je pense qu'il y a aucun franc donc, qui a été, en tout cas, qui est prélevé pour vraiment prendre en compte les maladies liées au tabac. Donc aujourd'hui, l'urgence est vraiment d'aller vers ce qu'on appelle une taxe parafiscale, donc qui est un prélèvement donc de quelques francs ou un pourcentage sur vraiment donc les cigarettes, destiné vraiment à pouvoir vraiment financer ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, parce que pour que ça soit vraiment beaucoup plus large, parce que le tabac c'est 30% des maladies non transmissibles. Donc je pense que il y a vraiment à ce niveau une urgence vraiment, parce que le gouvernement récemment, il y a 1 an, a augmenté donc les taxes sur le tabac et on a vu une répercussion sur le prix et il y a eu un impact parce que les prix ont augmenté et quand les prix augmentent, c'est la meilleure façon donc de lutter contre le tabac d'après l'Organisation mondiale de la santé. Mais nous ne devons pas nous arrêter seulement à ce type de taxe qui sert seulement à renforcer les caisses de l'État. Mais on doit pouvoir vraiment avoir une enveloppe qui pourrait vraiment nous permettre de pouvoir faire face, donc, mais aussi de pouvoir appliquer la loi de façon vraiment rigoureuse. Parce que M. Kanouté l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de ressources, alors que les ressources sont là, mais sauf que ces ressources ne sont pas, une partie de ces ressources ne sont pas allouées donc aux acteurs que nous sommes, mais également au ministère de la Santé, dont le budget quand même est très insuffisant. Donc, pour faire face donc à cette loi anti-tabac, pour pouvoir l'appliquer comme il le faut, donc ça va demander forcément donc des moyens. Alors, et maintenant, il faut juste le dire, ce décret a été déjà pris, il est sur la table donc du gouvernement. Le projet de texte de création donc de ce fonds destiné vraiment à financer les maladies non transmissibles dont le tabac, tout ça a été déjà pris, donc on y a travaillé avec le programme national, avec le ministère de la Santé. Ce qui reste, c'est juste vraiment l'appliquer. Donc notre rôle en tant que société civile, c'est vraiment de porter le plaidoyer au plus haut niveau pour que vraiment, au niveau du Sénégal, qu'on puisse vraiment disposer donc de moyens pour faire face donc
à ce fléau qui est le tabagisme. Alors, avant de terminer avec Amadou Kanouté, Djibril Wele, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAB. Dites-nous, les enfants, ils sont exposés avec les produits tabac masqués par des arômes. Comment faire pour mettre à terme à cela? Mettre, comment on appelle, pour mettre fin donc à ce fléau-là. Il va falloir le plus rapidement possible, cette loi qui a été révisée, qui est sur la table donc du gouvernement actuellement, doit être vraiment programmée en Conseil des ministres avant d'aller à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est la seule manière, c'est la seule façon de lutter contre les produits et des cigarettes électroniques. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, des études quand même ont été menées. Et la plupart donc de nos des jeunes enfants qui sont soit des écoliers qui sont à l'école, donc commencent à utiliser ces produits. Donc c'est vraiment des produits sucrés, aromatisés, rafraîchissants avec des additifs donc qui sont vraiment dangereux donc pour la santé. Et nous avons vu vraiment une forte consommation donc de ces produits-là. Malheureusement, ces produits n'ont pas été pris en compte dans la loi de 2014. C'est la raison pour laquelle donc on l'a mis dans la loi révisée. Maintenant, pour vraiment faire face à cela, que ce soit la chicha, que ce soit les puffs, que ce soit en tout cas, parce que c'est plusieurs produits, donc il va falloir vraiment que cette loi ou ce projet de loi qui est sur la table du gouvernement puisse aller rapidement en Conseil des ministres être adopté avant d'aller à l'Assemblée nationale. D'accord. Merci beaucoup, Djibril Wele. Vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Nous allons terminer avec vous, Amadou Kanouté. Alors, dites-nous, les acteurs de la société civile que vous êtes, est-ce qu'on vous consulte dans la proposition de solutions efficaces dans la lutte contre le tabac? Oui, une consultation, donc il faut d'ailleurs se féliciter, même si il arrive que, et c'est la faiblesse de toute consultation. Allô, M. Kanouté? Oui. Vous pouvez rapprocher un peu de votre appareil, s'il vous plaît? Allô? Oui, oui, nous vous entendons. Allô? Oui, M. Kanouté, nous vous entendons. Bon, très bien. Oui, je disais, tout à fait, hein, il y a cette consultation, elle existe. Nous avons de très bonnes relations de travail avec le PNLT, le Programme national de lutte contre le tabac. Le ministère de la Santé, même s'il arrive que, et c'est ça la faiblesse de toute consultation, on vous consulte, mais cela ne garantit pas que vos propos, vos propositions soient tenues en compte lors de la révision finale. Mais qu'à cela ne tienne, nous, société civile, notre rôle, ce n'est pas d'initier des lois. Nous ne pouvons pas le faire. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser l'État sur les enjeux, sur les dangers sur le tabac, et de faire en sorte que nous puissions aussi leur faire des propositions. Et dans ce cas particulier, pourquoi nous insistons sur une taxe parafiscale? Mais tout simplement parce que le système au Sénégal, c'est un pot commun. Toutes les taxes qui sont prélevées par l'État vont dans ce pot commun et l'État a la prérogative de décider tout ce qu'il veut faire avec cet argent-là. Par contre, si c'est une taxe parafiscale, c'est comme si vous vous rappelez le plan Takal qu'il y avait eu ici du temps de Abdoulaye Wade. Quand il y avait des délestages, Abdoulaye Wade a dit « je vais taxer le pétrole, je vais taxer le gasoil et tout ce qui en sort, je vais utiliser ça pour renforcer le système d'accès à l'énergie, à l'électricité au Sénégal. » Quand Macky Sall a voulu lutter contre la rareté du logement au Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi pris une taxe parafiscale. C'est en taxant le ciment et en disant cet argent va aller à la construction de logements sociaux. Alors c'est ce que nous demandons avec le tabac, qu'on taxe le tabac pour prendre en charge les maladies liées au tabac, pour prendre en charge la lutte contre le tabagisme. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est non seulement de sensibiliser,
c'est non seulement de faire en sorte que notre voix soit entendue, mais que nous puissions dire voilà les propositions que nous mettons sur la table, libre à l'État de les faire. Tant que ce n'est pas fait, nous continuerons notre plaidoyer. Nous sommes là pour le plaidoyer. Nous pouvons continuer cela jusqu'à ce que, cette loi puisse sortir, cette loi de 2014 révisée, avec les aspects dont a parlé Guy Bélé, mais aussi qu'on se donne les moyens de pouvoir financer cette lutte anti-tabac. Merci beaucoup, Amadou Kanouti. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de SICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. 12h45, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Fama Dione à la présentation, à la réalisation, El Haj Ndjogoudjen, chef d'édition Awambaï, production Abdou Cham, technique Alunba. Je vous laisse en compagnie des programmes de la Radio Futur Média. Retrouvez justement El Haj Ndjogoudjen à 13h pour le journal en Wolof. Bonne journée à toutes et à tous et Juma Moubarak.